Cette vidéo est sponsorisée par Seul un monstre, livre 1. Ok, alors j'ai 90 secondes pour vous parler du livre Seul un monstre de Vanessa Len, tout en réalisant un marque-page en forme de monstre. Et attention, c'est parti. Seul un monstre est le premier roman de Vanessa Len, publié aux éditions Lumen. Je vais jouer franc jeu avec vous, je ne l'ai pas encore lu. Mais tout aussi franc jeu, je suis très content de faire son intégration parce qu'il a l'air très cool. Joan Chang-Hunt passe de super vacances d'été dans la famille de sa mère. Elle fait un taf qu'elle adore au manoir de Holland House, et son collègue craquant Nick a l'air attiré par elle. Le kiff, l'extase, le paradis, et là, patatras. Joan va découvrir que sa famille, les Hunt, sont des créatures surnaturelles dotées de pouvoirs terrifiants et que cette famille lui ment depuis toujours. Ils font partie des 12 clans qui règnent sur la capitale, les Hunt dissimulent, les Griffith scellent, les Liu se souviennent, les Oliver voient, je sais pas encore ce que ça veut dire, mais j'ai hâte de le découvrir. Et toutes ces familles figurent sur cette horloge en carton que l'on m'a fait parvenir avec le livre. Montre l'horloge aux gens. Mais montre l'horloge aux gens! Voilà! Donc non seulement Joan apprend que sa famille lui a menti, qu'elle a des pouvoirs, mais elle apprend aussi qu'elle est un monstre, et que les mythes du tueur de monstres dont elle a entendu parler étant jeune ne sont pas que des mythes, et que le tueur de monstres n'est autre que Nick, son ravissant collègue. Ah là là! Entre voyage dans le temps, rivalité familiale, héritage difficile à assumer et âmes sœurs ennemies, ce premier tome d'une trilogie fantastique promet d'être une lecture très intéressante. Personnellement, je la lis le mois prochain, vous aurez donc mon avis en novembre, mais d'ici là, je vous invite à découvrir Seul un monstre, livre 1 de Vanessa Len aux éditions Lumen de votre côté, en cliquant sur le lien dans la description, et on confrontera nos avis à ce moment-là. D'ici là, je vous souhaite un très bon coin lecture. Il est magnifique. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette quatrième et dernière partie du coin lecture spécial classique. Pour l'instant ça s'est bien passé, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de trolls la semaine dernière, le futur moi me le confirmera ou me l'infirmera, mon Lucas. Et nous allons parler des deux derniers livres de ce mois spécial classique. Le premier des deux étant La Guerre des Mondes d'H.G. Wells, traduit par Adriana Motti. Je n'ai pas de quatrième de couverture, mais j'ai ça, j'ai ce petit fascicule. Est-ce qu'il y a un résumé là-dessus? Ils sont très bien ces petits fascicules parce qu'ils t'expliquent, ils te contextualisent les choses. Et du coup, tu passes pas à côté de certains éléments à côté desquels tu serais passé sans ça. Il n'y a pas de quatrième de couverture. Ah bah globalement, j'essaie de vous faire une quatrième de couverture là, comme ça j'essaie de faire un résumé. Les Martiens débarquent, ça tourne mal. La Guerre des Mondes de H.G. Wells, qui est un classique de chez classique de la science-fiction, c'est un des livres les plus importants de la science-fiction en littérature, et de la science-fiction tout court. C'est un livre qui date de 1898, je crois, j'ai peur de dire une connerie, je vais vérifier. 1898, c'est ça. En même temps sortait, j'ai mis ça dans mes notes, en même temps sortait J'accuse de Émile Zola. Donc pour l'affaire Dreyfus, et c'est un livre qui est d'une modernité, soucoupe volante sur 20, pardon. J'en reviens pas, quoi. J'en reviens pas que La Nuit des Temps, qu'on lisait le mois dernier, a 60 ans, et paraît nettement plus vieux que La Guerre des Mondes, qui a plus de 120 ans, 120 ans ou 120 ans 120 ans. 120 ans. Incroyable. En fait, c'est un livre qui est compliqué à résumer, parce qu'il y a une dichotomie entre le fait qu'il soit absolument incroyable pour plein de choses, la description des extraterrestres, à une époque où le mot extraterrestre veut pas dire grand chose. 1898! C'est vraiment un vieux bouquin, quoi. On parle d'une époque où marcher sur la Lune n'était pas un projet, c'était un rêve inatteignable en 1898. Vraiment un vieux bouquin. Il y a des trucs qui sont forcément un peu datés, mais pas tant que ça. Et puis j'allais comparer à 1984, qui a aussi des trucs un peu datés sur ces technologies. 1984 date de 47, je crois, ou 48. Il est sorti 50 ans après. C'est dingue. C'est dingue. Des cylindres partent de Mars et atterrissent sur la Terre, et ces cylindres se dévissent en arrivant sur Terre, et à l'intérieur, il y a des créatures, des martiens, quoi. J'ai pas vu la première, la première grosse adaptation de La Guerre des Mondes, que vous avez peut-être déjà vue, mais j'ai vu la version de Spielberg que vous avez
encore plus sans doute déjà vu, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu et du coup je me rappelle pas très bien si on voit les créatures, si on voit les aliens dans le film. Je me rappelle les tripodes, mais je me rappelle pas les extraterrestres eux-mêmes. Et la description des extraterrestres ne m'évoque rien de ce que je connais en termes de science-fiction. C'est des espèces de grosses têtes avec une bouche en bec, pas de nez, pas de mâchoire, pas de mâchoire inférieure, si, mais pas de menton, et 2 grands yeux noirs inexpressifs, avec 2 x 8 tentacules. Enfin voilà, des extraterrestres arrivent sur Terre dans le but de s'approprier la Terre. Tout simplement. Je sais pas si c'est le premier à avoir eu l'idée, mais c'est dingue, quoi. Mais c'est con, mais c'est dingue qu'il y ait eu une personne qui ait eu cette idée-là en premier, quoi. Ou peut-être que l'histoire a retenu que c'était lui, et puis il y en a eu d'autres avant, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai été soufflé par la portée, quoi, de l'œuvre, et en même temps, quand je dis que c'est difficile à résumer, et en même temps, il y a plusieurs trucs qui m'ont semblé vraiment très nuls. Et ça peut être un souci de traduction, c'est tout à fait possible. Mais j'avais l'impression que le style d'H.G. Wells était pas fou, était pas mauvais, hein, pas du tout, mais il était pas brillant, quoi, il était un peu chiant, quoi, même un peu répétitif. Le livre est effectivement divisé en 2, c'est-à-dire qu'il y a 2 livres dans le livre, mais moi je le diviserai en 4. Il y a l'attaque des extraterrestres qui est incroyable, la façon dont il décrit le rayon ardent, si vous avez vu le film, vous voyez de quoi il s'agit, c'est l'arme des aliens, ils tirent sur les humains et vraiment sur tout, et c'est décrit de façon terrifiante, quoi. C'est un rayon qui brûle ce qu'il touche, et qui fait pratiquement pas de bruit. Alors que dans le film, c'est... Dans le livre, c'est vraiment silencieux, et en plus, comme ce qui touche prend spontanément feu, t'as pas le temps de crier. Ah et le narrateur se démerde vraiment pour communiquer cette idée de les cartes sont redistribuées. On était au sommet du monde, et là on devient la proie de quelque chose de plus puissant, de plus grand que nous. Il y a tout un passage, est-ce que je me suis noté le passage? Ouais, bah voilà, tiens, hop, c'est à propos, donc je vais vous lire ce passage-là. Puisque j'ai entamé cette description, je puis donner ici certains autres détails qui, encore que nous les ayons remarqués par la suite seulement... Voyez, pourquoi il s'arrête là? Permettront au lecteur qui les connaîtrait mal de se faire une idée plus claire de ces désagréables envahisseurs. Vous voyez comme la phrase est bizarrement bitée? En 3 autres points, leur physiologie différait étrangement de la nôtre. Leurs organismes ne dormaient jamais, pas plus que ne dort le cœur de l'homme. Puisqu'ils n'avaient aucun vaste mécanisme musculaire à récupérer, ils ignoraient le périodique retour du sommeil. Ils ne devaient ressentir, semble-t-il, que peu ou pas de fatigue. Sur la Terre, ils ne purent jamais se mouvoir sans de grands efforts, et cependant ils conservèrent jusqu'au bout leur activité, parce que la pesanteur sur Terre est plus forte. En 24 heures, ils fournissent 24 heures de travail, comme c'est peut-être le cas ici-bas avec les fourmis. D'autre part, si étonnant que cela paraisse dans un monde sexué, les Martiens étaient absolument dénués de sexe et devaient ignorer par conséquent les émotions tumultueuses que fait naître cette différence entre les humains. Un jeune Martien, le fait est indiscutable, naquit réellement ici-bas pendant la durée de la guerre. On le trouva attaché à son parent, à son progéniteur, partiellement retenu à lui, à la façon dont poussent les bulbes de lys ou les jeunes animalcules des polypiers d'eau douce. Chez l'homme, chez tous les animaux d'un ordre élevé, une telle méthode de génération a disparu, mais ce fut certainement même ici-bas la méthode primitive. Parmi les animaux d'ordre inférieur, à partir même des tuniciers, ses premiers cousins des vertébrés, les 2 procédés coexistent, mais généralement la méthode sexuelle l'emporte sur l'autre. Pourtant, sur la planète Mars, le contraire apparemment se produit. Il est intéressant de faire remarquer qu'un certain auteur d'une réputation quasi-scientifique, écrivant longtemps avant l'invasion martienne, prévit pour l'homme une structure finale qui ne différait pas grandement de la condition véritable des Martiens. Je me souviens que sa prophétie parut en novembre ou en décembre 1892, dans une publication depuis longtemps défunte, le Pall Mall Budget. Et je me rappelle à ce propos une caricature publiée dans un périodique comique de l'époque anté-martienne, Ponche. L'auteur expliquait sur un ton presque facétieux que le perfectionnement incessant des appareils mécaniques devait finalement amener la disparition des membres, comment la perfection des inventions chimiques devait supprimer la digestion, comment des organes tels que la chevelure, la partie externe du nez, les dents, les oreilles, le menton ne seraient bientôt plus des parties essentielles du corps humain, et comment la sélection naturelle amènerait leur diminution progressive dans les temps à venir. On sent l'ombre de Darwin qui est très très là. Le cerveau restait une nécessité cardinale, une seule autre partie du corps avait des chances de survivre, et c'était la main, moyen d'information et d'action du cerveau. Beaucoup de vérités ont été dites en plaisantant, et nous possédons indiscutablement dans les Martiens l'accomplissement réel de cette suppression du côté animal de l'organisme par l'intelligence. Il est à mon avis absolument admissible que les Martiens peuvent descendre d'êtres assez semblables à nous par suite d'un développement graduel du cerveau et des mains, ces derniers se transformant en 2 faisceaux de tentacules aux dépens du reste du corps. Sans le corps, le cerveau deviendrait naturellement une intelligence plus égoïste, ne possédant plus rien du substrat émotionnel de l'être humain. J'adore cette idée. Je trouve ça brillant comme façon de voir l'esprit prendre le pouvoir sur le corps et le corps devenir l'outil de l'esprit au point de se... Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais, donc le livre est divisé en 4 parties, disais-je. La première partie, l'attaque des Martiens, génial.
La deuxième partie, c'est la guerre, et là, ça devient méga chiant et méga répétitif, et c'est là que j'ai remarqué pour la première fois, les personnages n'ont pas de nom. Le narrateur n'a pas de nom. Je l'ai remarqué parce que le narrateur nous parle de son frère. Et c'est vraiment juste... Mon frère, il lui est arrivé ça, il a sauvé 2 femmes, et puis ils sont partis après. Pourquoi ça t'est pas arrivé à toi? Et après, j'ai plus ou moins compris que lui, c'était important qu'il soit là. Mais je me disais, pourquoi est-ce qu'il parle de son frère, et pourquoi pas de quelqu'un d'autre, quoi? Un autre témoin, quelque chose... Enfin, je veux dire, c'était super bizarre que... Il parle de son frère alors qu'il n'y avait aucun besoin qu'il y ait une relation entre les deux personnages. Après ça, début du livre 2, Didier narrateur est pas prisonnier, mais il est retenu quelque part, il peut pas se déplacer, parce qu'il y a des aliens juste à côté et il les observe. Et puis les aliens finissent par partir, et puis il se met à errer dans un monde où il y a presque plus rien, quoi, où les aliens ont plus ou moins tout détruit. Et il y a la toute fin où... Bon, globalement, ils battent les aliens, ça je vais vous le dire. Mais je vais vous dire comment. La fin est hyper connue, la fin est un classique de chez classique, mais certaines personnes ne connaissent pas la fin, et je pense que c'est un truc qu'il faut mieux pas se faire spoiler. Donc je spoil pas. Et qui a rapport à l'époque aussi, enfin bref, H.G. Wells a vraiment mis beaucoup de choses qui commençaient à naître à son époque dans son roman. Et les parties ne se valent pas toutes, surtout que j'ai l'impression que la conclusion conclut pas sur le bon truc, conclut sur un truc dont il a à peine été question dans le roman, c'est-à-dire que tout le roman parle plus ou moins de l'humilité de l'homme, c'est-à-dire l'homme qui se fait remettre à sa place par une espèce plus évoluée, et j'ai lu ça dans le petit fascicule, il est beaucoup question de la colonisation en sous-texte dans ce livre. C'est pour ça que les aliens arrivent à Londres, parce que l'Empire britannique, n'est-ce pas, a colonisé presque toute la planète, et H.G. Wells était contre la colonisation, et voilà, il s'est servi des Martiens comme une métaphore d'une puissance étrangère qui arrive chez toi et t'a servi. Il y a ces sous-textes, il y a plein de trucs qui sont intéressants, mais le roman se conclut finalement sur le narrateur qui retrouve sa femme. Je sais même plus par quoi il finit. Je vais vous lire juste la dernière phrase. « Et le plus étrange de tout encore est de penser, tandis que j'ai dans la mienne sa main mignonne, que ma femme m'a comptée et que je l'ai comptée elle aussi parmi les morts. » C'est-à-dire, le dernier paragraphe, c'est « Et dire que je croyais que ma femme était morte et qu'elle croyait que moi j'étais mort. » Je vois vraiment pas l'intérêt de finir là-dessus. Donc c'est bizarre, c'est vraiment une œuvre bizarre, et c'est pour ça la soucoupe volante, et c'est une métaphore que j'ai déjà utilisée pour parler d'un autre livre. C'est iconique dans le sens où, quand on parle vaisseau spatial, la soucoupe volante va être un des premiers trucs qui va vous popper dans l'esprit, parce que c'est, parce que c'est iconique, mais c'est aussi un peu ringard, c'est aussi un peu en toc, quoi, un peu... Je dis pas que le bouquin est en toc, évidemment. Ce que je veux dire, c'est que il y a... C'est pas parfait, quoi. C'est un peu cartoon, c'est un peu vieilli comme représentation. Il y a ces deux éléments-là pour moi dans le livre, mais c'est resté une lecture très agréable, et surtout les bons points l'emportent largement sur les mauvais, à savoir découvrir cette œuvre qui place tellement de choses sur le mythe martien, quoi. C'était une sacrée claque dans la tronche, quoi. Vraiment une très très bonne lecture, et je vous la recommande. Je vous parlerai des livres que je recommande dans mon ordre de recommandation à la fin de cette vidéo. Et on va terminer ce coin lecture spécial classique avec Les Hauts de Hurlevent de Emily, c'est ça, hein, ouais, Emily Brontë, parce que les sœurs Brontë écrivent toutes, donc j'avais peur de gaffer. La raison pour laquelle il y a écrit derrière moi domination par la destruction, ce n'est pas un slogan politique, ce n'est pas un message subliminal, c'est le point commun insolite, dirais-je, entre les deux œuvres dont on parle aujourd'hui. Mais si je devais être confronté à une menace, je pense que je préférerais avoir affaire aux Martiens plutôt qu'à Heathcliff. Cœur noir sur 20. Alors, est-ce que... Non, il n'y a pas de résumé là-dedans non plus. Ça va être très difficile à résumer, cette histoire. C'est l'histoire de la famille Earnshaw, donc du vieux Earnshaw, qui a 2 enfants, un garçon et une fille, qui adopte un petit bohémien, et ça tourne mal. Globalement, ce que raconte ce roman, en fait, c'est l'histoire d'un anti-héros, quoi. On va partir là-dessus, c'est l'histoire d'un anti-héros, parce que c'est totalement le roman de Heathcliff, ce personnage-là, donc le petit bohémien, qui va d'abord être victime de, j'allais dire de racisme, mais vraiment d'ostracisation pour différentes raisons. C'est-à-dire qu'il y a le racisme, mais il y a aussi, il y a plein de choses, quoi. Il est rejeté parce que les gens peuvent pas le sentir. Il y a sa sœur, entre guillemets, la fille avec laquelle il a grandi, qui est pourri gâtée par son père, et qui devient une peste monumentale, et qui devient à moitié folle ensuite dans le roman. Et t'as Hindley, donc son frère, entre guillemets, là aussi, qui est juste mauvais, quoi, qui est une mauvaise personne. Et Heathcliff, qui grandit dans ce climat-là, devient à son tour une mauvaise personne, mais devient un monstre.
devient une brute, devient l'un des personnages les plus cruels que j'ai vu dans un livre. Je le mets avec avec la marquise de Merteuil, voilà, à ce niveau-là de violence et de... Enfin, c'est une pourriture. Mais tu le vois devenir une pourriture, tu comprends pourquoi... Et comme la marquise de Merteuil, tu comprends pourquoi ça devient une pourriture, et t'es vraiment à égal degré, mais pas au même moment dans le livre, tu vas être désolé pour lui, et puis tu vas le trouver abject. Il y a tout le temps cet équilibre-là. Jamais à égale mesure. Des fois, tu vas dire, putain, c'est quand même triste ce qui lui arrive, et d'autres fois, tu vas dire, mais qui crève. Et c'est toujours avec cette intensité-là. Toujours. Tu vas jamais bien dans ce livre. Donc, il grandit, et il tombe amoureux de sa sœur, entre guillemets, donc Catherine, qui est pas sa sœur de sang, quoi. C'est-à-dire qu'il a grandi avec elle, mais c'est pas sa sœur de sang. Catherine va épouser le voisin, qui s'appelle Edgar Linton. Allez. D'abord, le vieil Ancho meurt, et du coup, Hindley, le fils... J'ai eu énormément de mal avec ce livre, parce qu'il y a beaucoup de noms propres, et c'est souvent des noms propres qui se répètent. J'ai dû, à un moment donné, vous allez voir dans mes notes de lecture, j'ai dû faire un schéma pour me retrouver. Donc, Ancho meurt, Hindley hérite de la baraque, les Hauts de Hurlevent, c'est le nom de la... Il y a 2 lieux, il y a les Hauts de Hurlevent, et à côté, il y a la, je sais pas quoi, grange. J'ai retenu la grange pour que ce soit plus simple. Hindley hérite des Hauts de Hurlevent, et fait vivre une misère à Heathcliff. Il le traite comme un domestique, enfin voilà, il est abject avec lui. Et pendant ce temps-là, Heathcliff est amoureux de Catherine. Sauf que Catherine finit donc par épouser le voisin qui habite à la grange, Edgar Linton. Edgar Linton a une sœur qui s'appelle Isabelle dans la version française, Isabella en version originale. Donc voilà, elle finit par épouser Edgar Linton, ce qui va plonger Heathcliff dans une colère sans fond. Et tout le roman, c'est Heathcliff qui veut se venger, et de Hindley pour ne pas l'avoir traité comme son égal, et de Edgar parce que Catherine l'a épousé. Et elle l'a épousé plus par caprice qu'autre chose, c'est-à-dire, oui, je l'aime bien, je l'épouserai bien. Alors qu'elle aussi, elle était amoureuse de Heathcliff. D'ailleurs, j'ai dû noter ce dialogue-là, parce que je l'ai trouvé incroyable. Ouais, c'est page 146. Donc, elle vient plus ou moins de lui avouer que, même si elle a épousé un autre, c'est lui qu'elle aimait. Parce qu'elle voulait pas l'épouser, lui, parce que niveau conditions sociales, il était zéro, quoi. Et puis, il l'a entendu dire. Et du coup, c'est pour ça qu'il l'a très 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 mal pris. Donc là, elle est en train de mourir parce que... plus ou moins par caprice, quoi. Je me rappelle plus très très bien le contexte parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais globalement, elle se laisse mourir par caprice, pour faire culpabiliser son mari. Tous les personnages de ce roman, ou presque, sont immondes, sont tous de grosses pourritures, et Heathcliff règne là-dessus. C'est le pire de tous, mais ils sont tous, presque tous, à différents degrés. Ils sont tous nuls à différents degrés. Donc... vous m'apprenez maintenant combien vous avez été cruel et fausse. Pourquoi m'avez-vous méprisé? Pourquoi avez-vous trahi votre cœur, Catherine? Je ne puis vous adresser un mot de consolation. Vous avez mérité votre sort. Vous vous êtes tué vous-même. Oui, vous pouvez m'embrasser, pleurer, m'arracher des baisers et des... Oh putain, excusez-moi, hein, mais juste, cette édition est bourrée de fautes de coquilles. J'en ai repéré 6. M'arracher des baisers et des pleurs, donc là il manque un S à baiser. Ils vous dessécheront, ils vous damneront. Vous m'aimiez, quel droit aviez-vous alors de me sacrifier? Quel droit, répondez-moi, aux pauvres caprices que vous avez ressentis pour Linton? Alors que ni la misère, ni la dégradation, ni la mort, ni rien de ce que Dieu ou Satan pourrait nous infliger ne nous eût séparés, vous, de votre plein gré, vous l'avez fait. Je ne vous ai pas brisé le cœur, c'est vous-même qui l'avez brisé. Et en le brisant, vous avez brisé le mien. Et c'est tant pis pour moi si je suis fort. Ai-je besoin de vivre? Quelle existence sera la mienne quand, ô Dieu, auriez-vous envie de vivre avec votre âme dans la tombe? Laissez-moi, sanglotait Catherine. Si j'ai mal fait, j'en meurs, cela suffit. Vous aussi, vous m'avez abandonné, mais je ne vous ferai pas de reproche. Je vous pardonne. Pardonnez-moi. Il est difficile de pardonner en regardant ses yeux, en touchant ses mains décharnées. Embrassez-moi encore, et ne me laissez pas voir vos yeux. Je vous pardonne ce que vous m'avez fait. J'aime mon meurtrier, mais le vôtre, comment le pourrais-je? Putain de merde, c'est waouh, hein! Ah là 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 là, ça fait du bien. Quand c'est... Vous voyez? Quand t'arrives à être connecté aux sentiments des personnages, parce que là, pour vous, c'est peut-être pas évident, vous vous dites, bah attends, t'as à peu près le même style, à peu près la même ambiance, à peu près les mêmes sentiments, t'as dit que c'était ridicule dans la nouvelle Héloïse, enfin t'as dit que t'arrivais pas à te connecter avec dans la nouvelle Héloïse, et du coup tu trouvais ça ridicule, là c'est à peu près pareil, et là tu nous dis que c'est génial, oui parce que, on en est là, il s'est passé tout ça, on les a vus grandir, on les a vus être injustes l'un envers l'autre, on les a vus être mauvais et s'aimer de la pire des façons, c'est pour ça le cœur noir. C'est vraiment un roman d'amour, c'est un roman de vengeance et c'est un roman de fantôme. Parce que, donc Catherine va mourir là, et Heathcliff est hanté par sa mort pendant tout le reste du livre,
Et à la toute fin, tu sais même pas si ça finit bien ou pas. Parce que, bon, je vous le dis, ça finit sur la mort d'Heathcliff. Et tu sais pas si juste t'es content pour tous les autres, parce que enfin il est mort et enfin ils vont pouvoir vivre. Ou si t'es juste triste pour lui parce que il a plus de plaisir dans sa vengeance. Et quand il se rend compte qu'il n'a plus de plaisir dans sa vengeance, il se laisse mourir. Parce que sa vengeance était le seul truc qui le maintenait en vie depuis la mort de Catherine. Il est magnifique ce roman. Quand j'ai lu que c'était un roman gothique, je me suis dit en quoi c'est gothique exactement. Puis quand tu vois fantôme, mort, et puis cette espèce de désespoir, là, de ténèbres dans l'amour, si c'est 100% gothique et c'est incroyablement puissant. Pour se venger d'Edgar Linton, qui a épousé Catherine, Heathcliff épouse sa sœur, Isabelle Linton. Il la bat, parce que c'est un connard. Pour se venger, uniquement pour se venger, il a un gosse avec elle. Elle s'enfuit avec son enfant à Londres, pour pas que son père le pourrisse. Le jour où elle meurt, elle confie son fils à Edgar, donc à son oncle à lui et son frère à elle. Et par un concours de malchance, Heathcliff finit par apprendre que son fils est à la grange, et il exige d'avoir son fils, et Edgar peut rien faire parce que c'est son père. Et là, le roman passe encore un niveau, c'est-à-dire que la cruauté d'Heathcliff envers son fils, qui a une douzaine ou une quinzaine d'années à ce moment-là, ça finit de... J'allais dire, ça finit de te le rendre antipathique, et pourtant, à la toute fin, et même à certains moments, t'es quand même désolé pour lui. Il y a toujours cet équilibre-là. C'est jamais complètement un monstre. Même quand ça devient complètement un monstre, elle arrive à te... C'est un premier roman, ça me trouve le cul que ce soit un premier roman, parce qu'il y a un équilibre qui est parfait. Entre des sentiments vraiment très forts, c'est-à-dire que il est immonde avec son fils, il l'utilise. Le gamin a une santé vraiment très fragile, et Heathcliff l'utilise sans le moindre remords. Le gamin est terrifié par son père. On sait pas ce qu'il lui fait exactement, on sait juste que lui, il se pisse dessus quand il évoque son père, et Heathcliff essaye de l'utiliser pour qu'il épouse la fille de Catherine avec Edgar, pour pouvoir hériter de la grange, toujours pour se venger d'Edgar, pour pouvoir avoir la baraque. Heathcliff est une pourriture du dernier degré. Et pourtant, quand tu l'entends à la fin, se rendre compte qu'il est mort depuis que Catherine est morte. Je pense que je le relirai, ce livre. En tout cas, il m'a fait une très grande impression. Énorme kiff. Je peux que vous le recommander très chaudement. D'ailleurs, on va parler des livres du mois dans mon ordre de recommandation. D'abord, il faut que vous ayez bien conscience qu'il n'y a aucun livre que je ne vous recommande pas dans ceux que j'ai lus ce mois-ci, étant donné que ce sont tous des classiques, et que les classiques ont, ne serait-ce que par curiosité pour la culture qui est la nôtre, parce que j'ai lu beaucoup de classiques français, ne serait-ce que pour ça, c'est plus que bien, c'est important, je pense, de les lire. Cela étant dit, la nouvelle Héloïse, je peux pas vous dire que je vous le conseille à 100%. Quoi. Je peux pas vous dire que ça va être un kiff, je peux pas vous dire que vous allez aimer. C'est très riche, c'est beaucoup de choses, très... Enfin voilà, c'est un gros livre, c'est un grand livre. Je peux pas vous dire que je vous le déconseille. Juste, c'est pas celui que je vous conseille le plus dans ceux que j'ai lus ce mois-ci. En tout cas, je vous le conseille pas dans cette édition-là. Si vous pouvez le trouver avec une édition un peu plus... qui vous permette de rentrer un peu plus dedans, ça sera sans doute mieux pour vous. Ensuite, La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Première partie vraiment indigeste, mais qui finit par fonctionner et qui finit par nous faire éprouver des sentiments qui peuvent parler à un lecteur moderne. Et pour un roman du XVIe siècle, c'est assez incroyable. C'est un des premiers romans psychologiques, paraît-il. Ensuite, je vous suggère Candide de Voltaire. Ça se lit très bien. C'est un livre qui est rigolo, surtout dans sa première moitié, et qui peut, philosophiquement, qui peut avoir un intérêt, je pense. Plus qu'un intérêt. Il fallait voir. Là, pour le coup, on rentre dans les livres que je vous conseille vraiment de bon cœur. Ensuite, La Guerre des mondes de H.G. Wells. Énorme pilier de la science-fiction. Incontournable si vous aimez la science-fiction. Beaucoup plus prenant, j'ai trouvé, que le film de Spielberg, qui est la seule adaptation que j'ai vue. Très chaude recommandation et qui se lit franchement facilement. Ensuite, Manon Lescaut, je peux pas dire qu'il se lit aussi facilement, mais je peux dire que j'ai trouvé beaucoup plus de plaisir que ce que je m'attendais à avoir, dans le sens où j'ai trouvé le livre souvent drôle, et finalement il évoque des problématiques qui sont intemporelles d'une façon ou d'une autre. Donc je vous le recommande quand même chaudement. Ensuite, vous m'avez entendu parler en large et en travers, Les Hauts de Hurlevent, énorme kiff. Très belle découverte, et ouais, c'est un des personnages de fiction les plus forts que j'ai pu croiser
dans une œuvre, vraiment. Même si on compte le cinéma, parce que j'ai vu beaucoup plus de films que j'ai lu de livres, même si on compte le cinéma, j'ai rarement vu un personnage qui m'a fait autant impression que Heathcliff. Vraie, grosse, forte recommandation, mais si vous ne devez lire qu'un seul livre parmi ceux que j'ai lus ce mois-ci, sans la moindre hésitation, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, ça se lit en moins d'1 heure, ça se lit quel que soit votre niveau de lecture, un enfant peut le lire, mais un adulte peut le lire aussi. Et je dis pas que tout le monde devrait le lire, je dis que si vous l'avez pas lu encore, perdez pas votre temps, quoi, c'est-à-dire, j'allais dire, vous n'avez aucune excuse pour pas le lire. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie, mais ce serait dommage de passer à côté. Voilà, on va dire ça comme ça. Merci à tous d'avoir suivi ce coin lecture. C'est pas fini, il faut que je vous annonce les livres que je vais lire le mois prochain. Pardon, j'avais oublié ça. Le mois prochain, alors il y a un livre que je peux pas vous montrer parce que je ne l'ai pas encore reçu, mais qui sautera tous les autres dans l'ordre de lecture quand je l'aurai reçu, parce que je vais le recevoir le mois prochain, et quand je dis le mois prochain, je parle de septembre, donc en ce qui vous concerne, c'est déjà fini depuis un petit moment. Les Enfants d'Aliel, tome 5, je finis la saga dès que je reçois le 5e tome que Sarah Schneider a gentiment proposé de m'envoyer et que je vais recevoir avec beaucoup de plaisir. J'ai très hâte de voir comment cette saga se termine. Parmi les livres que j'ai physiquement en ma possession, il est possible que certains sautent. Si jamais il y en a qui sautent, je vous invite à regarder la description ou le commentaire épinglé pour savoir quel livre je n'aurais pas eu le temps de lire. Je vais commencer avec les Langoliers, The Langoliers de Stephen King. J'ai uniquement vu le Nostalgia Critique qui parle de l'adaptation en film, donc je sais à peu près de quoi ça parle, mais pour le reste, c'est un Stephen King que j'avais envie de découvrir depuis un petit moment. Le livre de l'une d'entre vous, Promenons-nous tant que la mort n'y est pas, de Mélanie Desforges, qui a été tiré au sort. Si vous voulez m'envoyer votre livre, je vous invite à consulter la FAQ qui se trouve dans la description de la vidéo. A priori, en ce moment, je ne les accepte plus, donc ça ne sert à rien de vouloir m'en envoyer, mais vous aurez les modalités pour quand j'en accepterai à nouveau. Le crime de l'Orient Express d'Agatha Christie, c'est un immense roman d'Agatha Christie, enfin immense, pas tant que ça, mais bon voilà, c'est un des romans les plus connus d'Agatha Christie. Je connais déjà la fin, donc je pense que ça va pas être une lecture aussi plaisante que les autres Agatha Christie que j'ai pu lire, mais va savoir, peut-être que je vais, peut-être pas, peut-être que je vais kiffer très très fort, on verra. Ensuite, très à la mode en ce moment, parce qu'il m'a été très souvent conseillé, et je ne sais pas du tout combien de temps je vais mettre à le lire, La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski. Pour ceux qui connaissent, vous savez pourquoi je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être compliqué. Voilà, la mise en page est assez chaotique. Donc on verra, et puis on verra si je rentre dedans ou pas, je ne sais absolument pas, je sais pas. Ensuite, Harry Potter et l'enfant maudit, partie 1 et 2, absolument pas écrit par J.K. Rowling, c'était juste à l'époque où ils étaient très fiers de mettre J.K. Rowling sur tout ce qui avait rapport avec Harry Potter, c'est un peu moins le cas maintenant, mais ça a été écrit par Jack Thorne, voilà, donc c'est une pièce qui a lieu après la saga Harry Potter, qui n'était pas canon quand il est sorti à la base, mais qui est canon aujourd'hui, je crois. Le canon Harry Potter, c'est devenu n'importe quoi. Ensuite, parlant de n'importe quoi, l'ascension de Skywalker, la novélisation du 9e film de la saga Skywalker, de la saga Star Wars Skywalker, parce que j'avais envie de voir si expérimenter l'histoire autrement me faisait plus l'apprécier, parce que en fait, je suis très amer vis-à-vis du 9e film, et j'ai envie de voir s'il n'y a pas une façon que je pourrais avoir de l'apprécier un peu plus. Nous verrons. Ensuite, livre qu'on m'a offert au Geek Fairies et que je vous ai déjà dit que je voulais lire et que j'ai pas eu le temps, mais cette fois-ci je pense que je vais avoir le temps. Défaite des maîtres et possesseurs de Vincent Message. Ensuite, un livre que j'ai envie de lire depuis une éternité, j'ai même la suite. Sapiens, une brève histoire de l'humanité de Yuval Noah Harari. C'est un livre qui parle de l'histoire de l'humanité. Et c'est un essai, c'est pas un roman. Enfin, c'est un essai, je sais pas si je qualifierais ça d'essai. En tout cas, c'est pas un roman, c'est pas une fiction. J'espère avoir le temps de le lire ce mois-ci parce que ça fait un moment que j'ai envie de découvrir ce livre. Et enfin, Twisted Tale, Histoire éternelle de Liz Braswell. Donc là, c'est bien un Liz Braswell, c'est bien un Twisted Tale écrit par l'autrice de Ce rêve bleu. Donc, j'espère, j'ai beaucoup j'en attends beaucoup. J'attends d'être vraiment aspiré par ce livre, comme je le fus jadis par d'autres Twisted Tale.
Voilà, c'est pas garanti que j'ai le temps de lire tout ça, mais c'est ce que je prévois de lire le mois prochain, en plus donc des Enfants d'Aliel, tome 5. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se quitte sur cette question. Est-ce que vous, il y a un personnage dans n'importe quel média de fiction, pour lequel vous éprouvez à peu près à égale mesure de la haine et de la compassion? Un peu comme moi avec Heathcliff, est-ce qu'il y a des personnages de fiction pour lesquels vous vous dites je suis tellement désolé pour lui, mais quel énorme connard, ou quelle énorme connasse? Après tout, pourquoi pas. Merci à tous d'avoir regardé ce coin lecture, cette quatrième partie et ces trois autres parties. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de livres, toujours, hein, c'est comme ça qu'on fait. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée. La bise. Likez la vidéo, hein, toujours abonnez-vous, enfin toutes ces choses-là, faites-les. Et puis après, ben, passez une bonne journée. Allez, salut!